Un mot pour vous dire que je suis très contente d'être parmi vous ce matin parce que la LDH est une association qui m'est très chère et que j'y retrouve évidemment un certain nombre, même beaucoup, de visages amis. Et puis aussi parce que être dans des instances qui parlent des droits de l'homme aujourd'hui, ça fait toujours plaisir parce que les institutions qui s'occupent de cette thématique aujourd'hui peuvent parfois se sentir un peu bien seules. Un mot pour, je pense que vous connaissez le contrôle général des lieux de privation de liberté, mais un mot quand même pour vous expliquer, pour ceux qui ne la connaîtraient pas, ce que c'est. Donc c'est ce qu'on appelle une autorité administrative indépendante, c'est-à-dire qui ne dépend pas du pouvoir politique et qui est chargée de vérifier que les droits fondamentaux des personnes qui sont à un moment donné placées contre leur volonté et par décision de l'autorité publique dans des lieux, sont bien respectés. Alors ces lieux sont évidemment les prisons, mais aussi les établissements psychiatriques pour tout ce qui est de l'hospitalisation sans consentement, les centres de rétention administrative pour les étrangers en voie d'expulsion, les centres éducatifs fermés pour les mineurs, les établissements pour les mineurs, et puis bien sûr aussi les commissariats et les gardes à vue les commissariats et les gendarmeries, pendant la durée de la garde à vue. En gros, ça veut dire que nous sommes compétents pour tous les lieux où, que ce soit pendant 1 heure en garde à vue ou 20 ans en prison, quelqu'un est privé de sa liberté par une décision de l'autorité publique. C'est la raison pour laquelle, je fais une petite incidence par rapport à mon voisin, c'est la raison pour laquelle nous ne sommes pas compétents pour tout ce qui concerne les EHPAD, puisque les personnes y sont placées, théoriquement en tout cas, avec leur consentement, en tout cas pas sur une décision de l'autorité publique. Il y a un débat en filigrane que notamment mon prédécesseur avait lancé sur est-ce qu'il faut que le contrôle général soit compétent pour ces institutions. Enfin, c'est un autre débat, c'est pas lieu aujourd'hui de le lancer. Alors vous avez parlé de la santé sous contrainte. S'il y a bien des endroits justement où la santé est exercée sous contrainte, ce sont bien les prisons. Et effectivement, comme Françoise vous l'a dit tout à l'heure, nous avons fait le choix ensemble, parce que sinon mon intervention n'aurait pas duré un quart d'heure, 20 minutes, mais 1 heure, de ne parler, en tout cas que je ne parle dans mon intervention que de la question de la santé en prison, mais il y a beaucoup d'autres questions sur la santé en centre de rétention, sur la santé dans les autres institutions, et si vous le souhaitez, évidemment, dans le débat, je pourrais en dire quelques mots. Mais la santé en prison est effectivement une thématique extrêmement importante. Alors un mot quand même sur les textes, parce qu'au niveau des textes, tout va bien. La santé est considérée comme un droit fondamental qui s'applique à tous les êtres humains, et surtout dans la loi pénitentiaire du 24 novembre 2009, qui est vraiment la loi qui est basique, si je puis dire, en ce qui concerne la prison, il est indiqué dans l'article 46: la qualité et la continuité des soins sont garanties aux personnes détenues dans des conditions équivalentes à celles dont bénéficie l'ensemble de la population. Autant vous dire qu'il n'en est rien. Et que, bien évidemment, si on peut comprendre que dans une prison, il y ait des impératifs de sécurité et qu'on ne peut pas faire exactement la même chose, même au niveau de la santé, que dans la vie en liberté, ce qui est problématique, c'est que justement, dans ce secteur, comme dans bien d'autres, l'impératif de sécurité prime énormément sur l'impératif d'égalité des soins et l'impératif de liberté. C'est-à-dire que, et nous c'est exactement notre job, si je puis dire, c'est de vérifier que dans tous les secteurs, il y a un équilibre entre la sécurité et les droits fondamentaux. Et dans ce secteur-là, évidemment, comme dans bien d'autres, nous considérons qu'il n'y a pas cet équilibre. Alors, la question de est-ce que la prison est un lieu de soins est souvent débattue. Évidemment, ce n'est pas un lieu de soins comme d'autres, mais c'est un lieu où, particulièrement, il s'y trouve des personnes défavorisées, et défavorisées aussi en matière, et peut-être particulièrement en matière d'accès aux soins, puisque dans les prisons, comme vous le savez, il y a une surreprésentation des couches sociales défavorisées, donc déjà qui, dans la vie en liberté, n'ont pas eu un accès égal
aux soins. Vous parliez, madame, des soins bucco-dentaires en prison. Ça fait partie justement de ce qui est un véritable problème. Et l'absence de soins antérieurs va avoir un impact important sur le soin en détention. Et puis également, il peut y avoir des personnes qui sont incarcérées justement parce qu'il y a des problèmes de santé, en tout cas il y a une conséquence. Je parle bien sûr des phénomènes comme l'alcoolisme, comme la drogue, où souvent c'est cette cause-là qui va faire en sorte que la personne soit incarcérée. Dans un registre différent mais quand même assez proche, la maladie mentale est extrêmement présente évidemment en prison. Il faut savoir que 16 à 18 000 personnes nécessiteraient d'importants soins psychiatriques. Alors quand on donne ce chiffre, évidemment, par rapport aux 70 000 personnes incarcérées, ça semble beaucoup. On y inclut, quand on donne ce chiffre, à peu près toutes les catégories de troubles psychiatriques, c'est-à-dire que ça va du simple, entre guillemets, évidemment, troubles anxio-dépressifs jusqu'aux psychoses telles que la schizophrénie. Mais en tout cas, si on comprend tout cela, ça donne ce chiffre-là. Et la détention elle-même, évidemment, est elle-même génératrice de nouvelles pathologies, notamment celles qui sont des conséquences, en tout cas où l'absence de soins est une conséquence d'un phénomène qui est le mal français, sur lequel vous vous penchez régulièrement aussi, qui est celui de la surpopulation. Je voudrais rappeler ici qu'au 1er octobre 2017, ce sont près de 70 000 personnes qui sont incarcérées pour environ 60 000 places. Le taux de surpopulation moyen en France, en maison d'arrêt, puisque c'est là qu'il y a la surpopulation, surtout ce n'est pas dans les établissements pour peine, est proche de 140%, avec des pics à 200%, qu'on trouve dans toutes les maisons d'arrêt d'Île-de-France, que ce soit Nanterre, Fresnes, Auny, Fleury, où là on trouve des taux d'occupation à 200%. Outre-mer, je ne vous en parle même pas, ça dépasse les 200%, on frôle les 210%. Et évidemment, cette surpopulation récurrente, elle est un frein énorme à l'accès aux soins. Pourquoi? Parce que quand on sait déjà que la situation est une situation où il y a un manque de médecins dans les prisons, un manque encore plus important d'ailleurs de psychiatres en prison, parce qu'on considère que c'est pas, les psychiatres considèrent que ça n'est pas une situation extrêmement attractive. Il va de soi que 200% de détenus, ça veut dire encore moins, bien sûr, de personnes qui sont présentes, ça veut dire encore plus de délais d'attente. Il faut savoir que pour voir un spécialiste en prison, parfois ça prend 6 mois à 1 an. J'ai encore eu le cas il y a quelques jours, une lettre qui nous était adressée, puisqu'en dehors des visites que nous faisons, nous recevons 4000 lettres par an, d'une personne qui expliquait qu'on ne lui avait pas fourni ses lunettes au moment de l'incarcération, qu'elle était très très myope, et que ça faisait 5 mois qu'elle attendait ses lunettes, donc qu'elle ne voyait rien depuis 5 mois. On voit souvent le cas aussi de personnes qui sont atteintes de pathologies extrêmement graves, comme des cancers, et qui attendent des mois et des mois pour obtenir soit leur traitement, soit même des examens pour précisément pouvoir diagnostiquer ce qu'on pense être un cancer et donc le soigner. Nous avons d'ailleurs, je vous parlais des 4000 lettres que nous recevons par an. Sur ces 4000 lettres, nous avons 90% d'ailleurs de lettres qui proviennent des prisons, des détenus ou de leurs familles. Et sur ces 4000 lettres, la question de la santé est le motif qui revient le plus souvent. Ça veut dire donc au-delà même de la question de la surpopulation, de la question des cellules qui sont délabrées, au-delà même de la question du maintien des liens familiaux, eh bien, ce qui revient en premier lieu pour les détenus, c'est je n'arrive pas à voir un généraliste, je n'arrive pas à être transféré dans un hôpital, et tout cela dure des mois. Donc là, on peut vraiment dire que le droit à la santé dans les prisons n'existe absolument pas. Alors, un tout petit retour en arrière pour expliquer que depuis une loi du 18 janvier 1994,
la santé, qui auparavant relevait de la justice, en l'occurrence de l'administration pénitentiaire, c'est-à-dire que les médecins relevaient de l'administration pénitentiaire, c'était des médecins pénitentiaires. À partir de 1994, la santé en prison relève du ministère de la Santé, non plus du ministère de la Justice. On peut considérer que c'est un plus, ça l'est d'ailleurs en théorie, un peu en pratique également, puisque ont été créés à partir de là, dans les prisons, ce qu'on appelle des unités sanitaires, c'est-à-dire que dans toutes les prisons, il y a l'équivalent, disons, d'une infirmerie où les détenus peuvent être soignés. Pour les troubles psychiatriques, il y a des instances qu'on appelle les services médico-psychologiques régionaux, donc dans certains établissements, des instances de soins psychiatriques, mais malheureusement, cela ne suffit pas. On a aussi créé ce qu'on appelle des UHSA, des unités hospitalières spécialement aménagées pour les troubles psychiatriques, c'est-à-dire que quand un détenu présente des troubles psychiatriques assez forts, il est sorti provisoirement de la prison pour être hospitalisé dans ces unités. Alors ce sont des unités qui ont un peu une double nature, à la fois psychiatrique et pénitentiaire. Elles ont lieu dans un hôpital, mais il y a des surveillants dans ces hôpitaux, et donc on est dans un hôpital, mais avec bien sûr une surveillance aussi pénitentiaire. Pour ce qui est des soins somatiques, il y a à peu près l'équivalent. C'est des unités spécialement, des unités interrégionales, où si quelqu'un a besoin pendant quelques semaines ou plusieurs mois d'être hospitalisé pour des soins somatiques, il est sorti de la prison et mis dans cet hôpital, mais toujours avec une surveillance pénitentiaire. Donc ça, c'est un plus, parce qu'il est quand même dans un hôpital, mais en même temps, un, il n'y a pas assez de ces unités, et deux, en ce qui concerne les unités spécialement aménagées, c'est-à-dire pour les soins psychiatriques, elles ne sont pas conçues pour y effectuer de longs séjours, c'est-à-dire que quelqu'un va y rester quelques semaines, voire quelques mois, mais ne pourra pas rester davantage, donc il sera obligé de réintégrer évidemment la prison, même s'il n'est pas tout à fait soigné. Pour les soins qui nécessitent une hospitalisation de courte durée, par exemple, il est placé à ce moment-là dans un hôpital, mais dans une chambre sécurisée, c'est-à-dire qu'il y a là une surveillance administrative, parfois policière. Ce sont pour des hospitalisations de moins de 48 heures. Donc tout ça pour dire que il y a les structures qui sont conçues beaucoup plus qu'il y a une vingtaine d'années pour que tout ça soit mieux géré que par l'administration pénitentiaire, mais du fait de l'insuffisance de ces structures, du fait aussi du fait qu'il n'y a pas beaucoup de possibilités de court séjour, de long séjour, pardon, et du fait de la surpopulation pénale, ces instances ne peuvent pas être utilisées correctement. Alors, on peut dire que si d'un établissement à l'autre, évidemment, la situation peut varier, l'accès aux soins des détenus présente des lacunes extrêmement importantes. Tout d'abord, comme je vous le disais, un manque criant de personnel médical dans les prisons, et notamment en matière de spécialité. Kiné, ophtalmo, là, c'est pas rare d'attendre plus de 6 mois, voire 1 an, pour pouvoir voir un spécialiste, ce qui est quand même une aberration en termes de droit à la santé. Un manque de personnel de surveillance, la pénitentiaire, extrêmement criant également, et il faut savoir aussi que le personnel, il est là pour effectuer les extractions, justement, en milieu hospitalier, et qu'il y a 25-30% régulièrement de ces extractions hospitalières qui sont annulées, faute de personnel suffisant. Donc on se trouve avec des personnes qui ont obtenu une extraction, la décision d'extraction, et qui finalement ne peuvent pas être soignées, et donc on annule, on reporte, et ça crée des délais encore supplémentaires. Autre problème extrêmement important sur la santé en prison, c'est justement quand les extractions médicales se font, elles se font dans des conditions qui sont absolument attentatoires aux droits fondamentaux des détenus. Je vais y venir. C'est tellement important que nous avons, et j'ai souhaité au mois de juin 2015,
publié, vous le trouverez si ça vous intéresse sur le site du contrôle, publié un avis concernant la prise en charge des personnes détenues au sein des établissements de santé. Moi, je vous avouerai qu'ayant été magistrat, ayant fait quelques autres choses, comme l'a rappelé Françoise tout à l'heure, je ne pensais pas que c'était à ce point-là. Ça veut dire quand même que dans notre pays dit des droits de l'homme, on examine des personnes, des hommes, et puis je reviendrai sur la situation des femmes parce que c'est encore plus dramatique, souvent en présence, quasiment toujours en présence de surveillants dans la salle d'examen, et parfois, et même souvent, même si c'est pas à 100%, enfin c'est quand même très fréquent, on examine les gens menottés. Je vous explique le système. Quand un détenu est incarcéré, il est, par le biais de la prison, catalogué, si je puis dire, avec un niveau de sécurité, ce qui n'est pas fondamentalement normal. En gros, s'il n'est absolument pas dangereux, s'il ne risque pas donc d'évasion, s'il n'y a pas de risque de trouble pour lui ou pour les personnes, eh bien, il est classé en numéro 1. Il y a 4 niveaux de sécurité, et ça va jusqu'au numéro 4, détenu particulièrement signalé, puis 2 et 3, c'est l'intermédiaire. La loi dit que quand ces détenus sont catégorisés en 1, c'est-à-dire ne présentent pas de dangerosité particulière, ils ne doivent pas être examinés ni opérés, ni en présence de surveillants, ni menottés ou attachés aux pieds, comment ça s'appelle, entravés. Eh bien, dans tous les cas que nous voyons, puisque nous effectuons 150 missions par an, dans tous les cas quasiment que nous voyons, il y a au moins un surveillant pendant la consultation ou l'opération, et très souvent, les personnes restent attachées. Et je ne sais pas si vous imaginez ce que ça veut dire quand même pour un détenu d'être examiné en présence d'un surveillant, voire d'être menotté. J'ai vu, on a eu une requête par exemple il y a quelque temps, de quelqu'un, d'un monsieur de 75 ans, donc pas tout jeune, qui arrivait d'ailleurs pour l'opération en fauteuil roulant, donc qui a été anesthésié évidemment pour une intervention chirurgicale. Et bien ce monsieur, il a été anesthésié et opéré avec des menottes et en présence bien sûr d'un surveillant. C'est des choses, je veux dire, dont j'ignorais qu'elles se passaient dans notre pays, et c'est des choses qui depuis 3 ans, moi, me mettent dans une colère noire parce que je trouve que c'est absolument inadmissible. Et quand nous, parce que dans les visites, nous interrogeons justement les surveillants ou les médecins, et nous leur disons, enfin, pourquoi vous attachez les personnes? Vous imaginez le vieux monsieur de 75 ans qui ne peut pas se circuler librement, partir? Ben non, on ne sait pas, mais on ne sait jamais ce qui peut se passer. Et puis vous savez, ça c'est toujours l'histoire de... Il n'y a pas de... ça nous retomberait dessus, et d'ailleurs ils n'ont pas complètement tort. Si jamais il se passait quelque chose, eh bien, nous, on ne serait pas couverts par notre hiérarchie, on serait mis en cause. Et ça, c'est un sujet sur lequel on s'est penché depuis un certain nombre d'années, c'est-à-dire sur la responsabilité, justement, des intervenants, notamment des interventions en prison. Et nous avons proposé, mais ce serait une telle révolution dans la culture administrative française, nous avons proposé qu'il y ait un peu un renversement des critères de responsabilité et qu'on considère justement que ces surveillants n'est pas une obligation de résultat, mais une obligation de moyens. En gros, ça voudrait dire quoi? Ça voudrait dire qu'effectivement, si un surveillant a laissé un détenu particulièrement signalé sans surveillance et qu'il se passe quelque chose, ok, il puisse être, sa responsabilité puisse être engagée. Mais que s'il a respecté le critère de dangerosité et que comme il n'y a pas de risque zéro, ben, malheureusement il s'est passé quelque chose, il ne puisse pas être poursuivi ni disciplinairement, ni encore plus. Et voilà. Et ça, évidemment, ça n'est pas encore accepté. Enfin, ça fait quand même un certain nombre d'années que nous le proposons, parce que c'est vrai que les surveillants ne sont pas couverts par leur hiérarchie, que effectivement, s'il se passe quelque chose, c'est sur eux que ça retomberait, parce qu'on leur dirait, ben, finalement, même s'il était en catégorie 1, vous n'avez pas, vous, su apprécier qu'en fait, il aurait nécessité un certain nombre de surveillance supplémentaire. Un point quand même pour vous dire qu'en ce qui concerne les femmes, c'est encore pire. C'est-à-dire que pour les femmes, il y a une loi extrêmement stricte, celle de 2009, qui, dans un article, indique que
ces femmes ne peuvent pas, c'est strictement interdit, ne peuvent pas être examinées d'un point de vue gynécologique et évidemment encore moins accouchées en présence de surveillantes et attachées. D'abord, il faut se demander pourquoi il a fallu quand même que la loi le dise. Mais malgré le fait que la loi le dise, il arrive encore fréquemment que nous voyons des femmes en présence de surveillantes, ça c'est très fréquent pour l'accouchement, et également, là c'est pas 100%, mais ça arrive très souvent, menottées. Et là c'est pareil, on demande aux surveillantes, enfin vous avez vu souvent une femme couper le cordon et puis sauter par la fenêtre et laisser le bébé, mais non, enfin ça pourrait arriver, évidemment il n'y a pas de barreaux aux fenêtres dans les hôpitaux quand une femme accouche. Eh bien, malgré cela, ça arrive souvent. Et ce qui est intéressant, et je terminerai là-dessus, c'est là aussi au niveau de comment ça fonctionne dans les établissements, c'est que quand on le répercute à la fin d'une visite au directeur des établissements, ils sont vraiment, et j'en connais certains, et je peux vous dire que c'est tout à fait sincère, ils sont choqués. Mais ça veut dire qu'en bas de la chaîne, il y a quelqu'un qui s'est dit, si ça se passe, je ne serai pas couvert, donc je préfère quand même ouvrir le parapluie maximum. Et ça renvoie évidemment à la société que nous vivons, où finalement on ne prend plus aucun risque, où c'est une société de précaution maximum, on le retrouve dans les hôpitaux, on le retrouve partout, on le retrouve dans les lois qui sont votées actuellement. Un point également, parce que ça fait écho à ce que disait Madame Rib tout à l'heure, un point également en prison, c'est vraiment la question des soins aux détenus dépendants ou de long séjour, ou des personnes évidemment handicapées, qui se posent vraiment de manière aiguë, là en maison centrale plus qu'en maison d'arrêt, et où on trouve énormément encore de prisons où il n'y a aucune cellule PMR. Donc les personnes sont priées de faire avec une cellule dégradée, pas aménagée, souvent sans aidants qui viennent les aider, alors qu'il y a une convention souvent qui est signée entre l'établissement pénitentiaire et le conseil départemental. Voilà, donc tout ça pour vous dire, et je terminerai vraiment là-dessus, qu'on est, et ça fera la boucle avec ce que je vous disais sur la loi de 2009, on est encore extrêmement loin de l'égalité des soins qui est entre les personnes détenues et les personnes libres, qui est pourtant un article précis d'une loi pénitentiaire extrêmement importante. Bref, il y a encore du boulot. Merci.